Bonjour et bienvenue dans le ZCL. La voilure est un peu réduite aujourd'hui en raison de l'absence de Dany qui s'est absenté pour quelques jours. Toutefois, nous allons dérouler le journal et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, après quoi nous devrions enchaîner avec la chronique culture de Martine. Dans les titres de ce mercredi et de la mi-journée, nous parlerons du dossier Sargasses. La préfecture et les communautés d'agglos ont signé hier des conventions. Ambition, organiser la mise en place du fonds exceptionnel d'urgence mobilisé par l'État. Le député maire Harry Chalus a alerté hier le gouvernement sur la protection sociale des indépendants. Nous entendrons sa question, mais plus encore la réponse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Silence, ça tourne. Le réalisateur Jean-Claude Barnier est en Guadeloupe depuis hier pour le tournage du film Le Gang des Antillais. Une de nos équipes était dans les coulisses verdoyantes. Vous le verrez de ce journal. On parle du dossier Sargasses. La préfecture et les communautés d'agglos ont signé hier des conventions. Elles doivent permettre de mettre en place et d'organiser les mesures suite au déblocage du fonds exceptionnel d'urgence mobilisé par l'État. Un soutien aux communes qui luttent tant bien que mal contre l'envahissement sur leur rivage de ces algues. Hier, les signatures se sont faites à Petit-Bourg et Goyave. Le reportage sur place à Petit-Bourg est signé Yanis Péquignot. L'État et la commune et l'agglomération se sont engagés concrètement à enlever les sargasses sur les deux sites les plus impactés de Petit-Bourg. Donc l'État a signé une commande auprès d'une entreprise pour que la masse qui s'est accumulée depuis plusieurs mois de sargasses soit enlevée. Et immédiatement après l'enlèvement de ces masses de sargasses, les brigades vertes qui sont recrutées seront sur le terrain pour finaliser tout ça et maintenir les sites en bon état de propreté. Ce qui permettra aux riverains d'abord de vivre dans des meilleures conditions, puisque nous connaissons l'impact que produit les sargasses sur la qualité de vie des gens qui sont à proximité des nappes, et puis également ce qui permettra un meilleur attrait pour l'activité touristique pour la saison qui s'ouvre. C'est la concrétisation de tout un ensemble d'actions, puisque nous avions eu interpellé l'État et les collectivités majeures, puisqu'en disant qu'une ville seule ne pouvait régler ce problème de sargasses. Depuis le mois de juillet et août, le préfet avait fait une réunion commune avec nous pour informer un certain nombre de mesures auprès de la population qui aujourd'hui voit le jour, donc ce qui peut être une bonne chose parce que beaucoup de petits bourgeois ont subi donc des problèmes au niveau du matériel électroménager, de santé et autres. Il y a même certaines personnes qui ont dû quitter Petit-Bourg et donc aujourd'hui cela pourrait amener une amélioration. Il faut toujours regretter que le fait que la Guadeloupe, en tout cas les zones concernées, ne soient pas reconnues comme catastrophe naturelle, puisque c'est la seule manière qui permettrait à toutes ces personnes ayant subi donc des dommages d'être indemnisées. Ce sont des moyens lourds qui vont être engagés, qui seront d'ailleurs différents entre le site qui est proche de l'urbanisation et le site de Viard. Mais ce sont des moyens lourds, avec des pelles, qui vont, tout en préservant les sites, parce que c'est extrêmement important de ne pas détériorer nos plages, de ne pas dilapider ce capital que constituent nos plages, qui ont mis plusieurs siècles à se former. Donc tout cela sera fait dans de bonnes conditions, en respectant un cahier des charges. Mais l'engagement qui a été pris dans cette salle même, il y a de cela 2 mois et demi, sera tenu. L'État est présent. L'État est aux côtés des agglomérations, de la région, du département, pour régler ce sujet des sargasses. Le député maire Harry Chalus a alerté hier le gouvernement sur la protection sociale des indépendants. On se souvient de l'inquiétude qu'ils avaient affichée il y a quelques mois alors que le RSI, leur régime social, affichait quelques ratés. On écoute la question, mais plus encore peut-être la réponse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Madame la ministre des Affaires sociales, l'ambition affichée de faciliter les relations des professions indépendantes avec les organismes gérant leur protection sociale part d'une intention louable. Mais le recouvrement du régime social indépendant met en péril l'existence même des petites entreprises, notamment les artisans et les indépendants. Cela a un impact considérable sur le chômage, car ce sont les véritables acteurs sur lesquels on devait s'appuyer pour favoriser la création d'emplois, surtout en Outre-mer. Les indépendants qui en sont soumis se retrouvent dans une situation financière catastrophique
qui obère l'avenir et aboutit notamment à des demandes de rappel intempestifs, injustifiés, voire à des dépôts de bilan. La Cour des comptes avait qualifié le RSI de catastrophe industrielle. Alors que l'on sait que l'origine du problème résulte en premier lieu d'un dysfonctionnement administratif lié à la réorganisation de grande ampleur de la protection sociale des travailleurs indépendants. Cette situation, vous ne l'ignorez pas, d'autres collègues ici même ont évoqué l'importance et l'enjeu de cette question qui constitue aujourd'hui la préoccupation majeure des intéressés. Ce qui motive mon intervention, c'est de voir monter chaque jour l'exaspération, la souffrance et la désespérance que cela génère. En Guadeloupe, ce sont 750 liquidations dans une grande majeure partie des personnes émargeant au RSI. Madame la ministre, il y a lieu d'agir et vite avant que la situation n'empire davantage. Aussi, pouvez-vous nous garantir que des mesures urgentes seront prises dans les prochains mois pour mettre un terme au drame humain que provoque cette situation et surtout en Guadeloupe? Qu'en est-il de la mise en application des recommandations du rapport Bulto-Verdier? Merci. Et Monsieur le député Harry Chalus, vous avez raison de souligner, de rappeler que les travailleurs indépendants ont connu des difficultés énormes à la suite de la mise en place d'une réforme précipitée en 2008 qui a fait sentir ses effets très durablement. Nous avons, dès 2012, pris un certain nombre de mesures qui ont permis à un certain nombre des travailleurs indépendants de voir leur situation s'améliorer. En particulier, nous avons réduit le décalage entre les cotisations et le revenu pour mieux adapter les prélèvements des indépendants à la réalité de leur situation. À la suite des dispositions proposées par le rapport de vos collègues Sylviane Bulto et Fabrice Verdier, nous avons, avec Christian Eckert et Martine Pinville, annoncé un certain nombre de dispositions et le Premier ministre lui-même a lancé un chantier d'ampleur. Nous avons d'abord mis en place des médiateurs pour les cas les plus difficiles, un accueil téléphonique de meilleure qualité. Nous avons permis des remboursements de cotisations plus rapides et plus faciles et d'ores et déjà, depuis le mois de juin, des centaines de milliers d'indépendants ont pu bénéficier de ces remboursements. Mais au-delà, nous voulons que les indépendants voient la qualité de leur protection sociale s'améliorer et concrètement voir leurs prélèvements diminuer et leurs droits augmenter. 70% des indépendants ont pu voir leurs cotisations diminuer et face à cela, nous faisons en sorte qu'ils puissent valider chaque année, quels que soient leurs revenus, au moins 3 trimestres de retraite. Ils ne pouvaient en valider qu'un seul il y a quelque temps à peine et nous ouvrons aux indépendants le droit au temps partiel thérapeutique pour garantir la continuité de leur entreprise pendant les périodes de maladie. Vous le voyez, monsieur le député, nous avançons concrètement dans l'intérêt des artisans. Voilà pour ces images signées de Maurice Cessé, notre correspondant à Paris. En bref, sachez également que le gouvernement a dû revoir sa copie concernant la réforme du calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Le nouveau calcul prévoyait de prendre en compte, pour établir cette allocation, les intérêts non imposables des comptes d'épargne, tels que le livret A. Voilà, on reçoit à présent notre invité, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le rappelle, vous êtes à la tête de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, un parti fondé par Jean-Louis Borloo en 2012. Un parti qui s'auto-qualifie de centre-droit, ça veut dire quoi? C'est la droite, mais pas trop? Non, ça veut dire que c'est le centre, mais qui a des alliances avec la droite. Une alliance et une coalition, comme les communistes ont des alliances avec les socialistes. Et simplement parce que, vous venez d'en donner un exemple, nous ne pouvons plus supporter l'échec, la catastrophe permanente de ce gouvernement. Vous vous rendez compte quand même de ce que vous venez de dire? Vous venez d'annoncer, heureusement, nous nous sommes battus pour ça, que le gouvernement voulait, en l'occurrence, taxer les retraités, taxer les petits, ceux qui n'ont pas de moyens, sur les revenus du livret A. Mais où va-t-on? Il y a quelques rétropédalages, effectivement. On est sans arrêt dans l'improvisation depuis 2012. Et la France, au lieu de progresser, elle s'enfonce. Alors effectivement, nous sommes dans l'opposition, clairement dans l'opposition, parce qu'on ne peut pas continuer à voir la France régresser, les bras ballants, sans rien faire. On essaye de faire des propositions. Malheureusement, ils n'entendent pas toujours. S'ils ne l'entendent pas, c'est aux électeurs de faire entendre. Alors justement, à quelques semaines des régionales, vous êtes là aussi pour prêter main forte aux listes locales. D'ailleurs, en Martinique, l'UDI a déposé hier sa propre liste UDI. Ce n'est pas le cas en Guadeloupe.
Pour quelle raison? Parce qu'en Guadeloupe, il y a justement, et ça vous montre que nous sommes centristes, il y a justement une démarche originale qui est initiée. Face à l'échec de la gouvernance de M. Lurel, qui, depuis maintenant bien des années, est à la tête de la région Guadeloupe, qui a même été ministre de l'Outre-mer. Et pourtant, qu'est-ce qui a progressé en Guadeloupe? Le chômage a augmenté. La vie est plus difficile. La situation du logement ne s'est pas améliorée. La circulation, les transports, l'économie, les petites entreprises, la formation des jeunes. Il faut faire quelque chose. Vous parlez même, dans une interview accordée au quotidien local, de dérive. C'est fort. Oui, je pense que c'est une dérive dans la gouvernance. Parce que manifestement, il y a un autoritarisme que beaucoup de Guadeloupéens ne supportent plus. Il y a même un sectarisme qui n'est pas admissible. Ça veut dire quoi, que c'est le style qui dérange aussi ? C'est non seulement les résultats, je viens de décrire la situation, on ne peut pas dire que ce soit un succès, mais en plus une gouvernance, c'est-à-dire une façon de gouverner qui va privilégier les amis politiques, mais l'argent public, il est à tout le monde. L'argent public, pour le compte, il doit distribuer sur tous les projets guadeloupéens. J'ai rencontré des chefs d'entreprise. Oui, hier, lors d'un déjeuner, justement, je voulais vous interroger sur la question. Qu'est-ce qu'il est ressorti un petit peu de ces entretiens ? Il ressort d'abord que les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Les PME et les TPE, qui devaient pouvoir être soutenus, ne serait-ce que pour leurs problèmes de trésorerie. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la dernière campagne de M. Lurel. Il ressort quelque chose de stupéfiant quand on connaît le taux de chômage de votre île. Il se trouve que je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent, voilà, moi j'ai besoin d'électriciens, mais je ne peux pas trouver d'électriciens. Pourquoi je ne peux pas trouver d'électriciens ? Parce qu'on n'a pas formé les électriciens. C'est le travail de la région. La région, son boulot, c'est quoi ? C'est le développement économique. On ne peut pas dire que ça soit une réussite aujourd'hui. C'est la formation professionnelle. Pourquoi on ne trouve pas d'électriciens alors qu'il y a tant de jeunes qui cherchent du travail ? C'est les transports. On vient encore d'en subir. Au quotidien, les Guadeloupéens souffrent de la non-politique ou de la non-réussite, entre guillemets, du pouvoir en place. Et c'est l'aménagement du territoire. Et comment est-ce qu'on peut considérer que Basse-Terre, qui a été abandonnée, a fait l'objet d'une politique d'aménagement du territoire dans votre région ? Et les élections régionales, et je disais, c'est une démarche originale, elles vont permettre là, aux Guadeloupéens, non pas d'être comme d'habitude, camp contre camp, clan contre clan, mais de voir derrière un député qu'on vient de voir à la télévision, Harry Chalus, en l'occurrence, il faut préciser donc qui est un député de gauche, Harry Chalus, une liste que vous avez donc que l'UDI a rallié cette liste conduite par Harry Chalus. Non, n'a pas rallié, a fait une alliance. Tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes opinions sur la politique du gouvernement, sur la politique nationale, mais nous avons la même opinion sur ce qui ne fonctionne pas en Guadeloupe. Et dépasser les clivages, dépasser les partis politiques, se rassembler pour essayer de rouvrir la porte de l'espoir en Guadeloupe, c'est ça ce qui se fait. Et ça se fait avec Harry Chalus, ça se fait naturellement avec l'UDI, notamment notre chef de file Louis Moulinier, et ça se fait aussi avec Marie-Luce Panchard, avec des maires, avec des élus locaux, avec des gens qui n'appartiennent pas à des partis politiques, qui n'y adhèrent pas, simplement parce qu'ils veulent qu'on rouvre la porte de l'espoir à la Guadeloupe. Et quand on voit la désespérance, quand on voit notamment ces jeunes qui sont laissés en réalité sur le côté, pas d'apprentissage, moi je veux l'apprentissage pour tous, eh bien on se met d'accord par-delà nos divergences politiques pour faire en sorte que la Guadeloupe ait une chance. Alors justement, on parlait aussi dans le journal des Sargasses, c'est un dossier qui ne vous a pas échappé parce que ici, bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça menace le tourisme, l'économie bien sûr. La ministre Georges Paul-Angevin qui était en visite a pu constater un petit peu les dégâts, elle s'est d'ailleurs même un peu agacée de certaines questions des journalistes. Quel est votre avis un petit peu sur cette question ? Parfois on a l'impression ici de ne pas vraiment être entendu au plus haut niveau de l'État concernant cette catastrophe. Deux choses si vous le permettez. La première, c'est que Mme Paul-Angevin peut être agacée par les questions, mais moi je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Lorsque le président de la République, François Hollande, est venu ici, on ne lui a pas montré ce qui se passait avec les Sargasses. Monsieur Lurel aurait dû le prendre par la main et lui montrer, on aurait eu une réaction plus rapide de l'État, je l'espère en tout cas, et lui montrer ce qui était en train de subir. C'est un manque de courage ? À la fois... Non, c'est simplement de vouloir lui montrer le mémorial, mais surtout pas ce qui allait mal pour les gens. Vous savez, c'est pas comme ça qu'on doit gérer un territoire. Et moi, je pense que, à la fois pour l'industrie de la pêche, mais l'industrie touristique, c'est un désastre. Mais c'est un désastre, et c'est la deuxième chose que je veux vous dire, qui peut se transformer en opportunité. Vous parliez de la liste qui est portée par l'UDI en Guadeloupe et qui est conduite par Philippe Petit. Philippe Petit... En Martinique. En Martinique, pardon, excusez-moi. Le passer de l'un à l'autre.
Et bien, il se passe la chose suivante, c'est qu'il a examiné la situation, parce que la Martinique souffre aussi. Et il y a une possibilité, et les deux îles pourraient travailler ensemble, les deux régions pourraient travailler ensemble. L'État pourrait coordonner ça, si encore on attirait suffisamment son attention. Il se trouve que la sargasse, quand on la réduit en poudre, c'est la nourriture de ce qu'on appelle les alloturies, c'est-à-dire le concombre de mer. Sauf que la filière n'existe pas, elle n'est pas vraiment structurée. Elle n'existe pas, mais elle est fortement consommée par les Asiatiques. C'est quoi le travail d'une région ? C'est de structurer des filières économiques. Pourquoi, au lieu de se tourner vers l'État pour nettoyer les plages, c'est normal, mais pour utiliser ce qui aujourd'hui est un drame comme une opportunité, faire en sorte que ce drame devienne une capacité de développement économique. C'est le boulot de la région. C'est justement en faisant fonctionner, entre guillemets, l'innovation qu'on arrive à sortir de la situation que les gens connaissent et dont ils souffrent. Alors justement, ces sargasses, c'est une conséquence des dérèglements aussi écologiques de la planète. Je voulais vous faire dire deux mots justement de la COP 21, cette conférence mondiale sur le climat qui se tiendra bientôt à Paris. C'est un enjeu fort aussi pour les Outre-mer et pour cette situation d'insularité qu'on connaît en Guadeloupe notamment. Est-ce que vous pensez que le sujet de l'écologie est véritablement pris en compte par les politiques suffisamment, parce qu'on traite les conséquences, mais est-ce que vraiment il y a une vision et une vraie prise en main de ces sujets? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'UDI, c'est le parti qui a été fondé par Jean-Louis Borloo, le père du Grenelle de l'environnement. Par ces questions. J'ai succédé à Jean-Louis Borloo. Nous sommes très concernés par ces questions, et Jean-Louis en ce moment est aussi au combat pour qu'on puisse, à travers l'électrification de l'Afrique, permettre à la fois le développement, mais la production d'énergie propre. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de soleil et qu'on peut produire de l'énergie propre. Mais dites-moi une chose, comment se fait-il que, par exemple, en Guadeloupe, on n'ait pas des fours solaires qui permettent de produire de l'électricité en grande quantité, même de vous rendre autosuffisant? Vous vous rendez compte qu'à Berlin, en Allemagne, il fait beaucoup moins beau, il fait beaucoup moins chaud. On produit de l'électricité solaire et qu'on n'est pas capable de le faire ici. Là aussi, il y a des responsabilités sur la structuration d'une filière économique. Et je pense que dans votre belle région, non seulement on pourrait économiser beaucoup d'argent en n'important pas d'essence, économiser beaucoup de pollution en produisant de l'énergie propre et gratuite, si j'ose dire, en tout cas pour ce qui concerne le soleil. Et on pourrait structurer une filière économique qui permettrait de vendre à l'extérieur le savoir-faire français, le savoir-faire guadeloupéen. Là encore, il y a un déficit d'imagination au pouvoir. Et puis, dernier élément sur la COP21, oui, nous serons engagés. Mais vous savez, si c'est pour faire une grand-messe, où tout le monde prend des engagements et qu'il n'y a pas de conséquences au non-respect des engagements, ça ne sert à rien. Et notre proposition, elle est simple, que chaque État vienne dire comment on réduit la production de carbone, et notamment parce que c'est vrai, quand on est en Outre-mer, c'est vrai, quand on est dans les îles, vous serez les premières victimes de la montée des eaux et des désastres. On voit bien d'ailleurs l'augmentation des catastrophes écologiques qu'on subit. Eh bien, ils prennent des engagements, c'est une chose, mais s'ils ne respectent pas ces engagements, ils versent de l'argent dans un fonds international qui servirait justement à la production d'énergie propre en Afrique et pas très loin d'ici, en Haïti, où ils ont aussi besoin d'électricité. Parce que l'électricité, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès au développement. Si on laisse des populations sans ça, elles utiliseront de l'essence, elles pollueront et elles ne s'en sortiront pas. Juste une dernière question, on revient un petit peu au plan national et l'UDI. Est-ce que vous pensez déjà à 2017 ? Eh bien, on termine les élections régionales parce que moi, je pense qu'on ne convoque pas 44 millions de Français devant les urnes, entre guillemets, sans en tirer les conséquences. Et à l'UDI, nous ouvrirons le débat sur notre stratégie pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Au mois de janvier prochain, il y aura un débat, y compris au sein de l'UDI Guadeloupe, mais dans l'ensemble, naturellement, du territoire national. Et nous trancherons au mois de mars sur ce que nous souhaitons faire. Moi, ce que je crois, c'est que depuis 34 ans, il y a une alternance entre le Parti socialiste et l'UMP, les Républicains. C'est pareil. 34 ans d'alternance et finalement, ça n'a jamais fonctionné. L'éducation se dégrade, le pouvoir d'achat a reculé, le chômage a augmenté, la dette a explosé. Bref, notre pays va plus mal. Je pense que même nous sommes aujourd'hui menacés par le risque d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Justement, je voulais également vous interroger sur ce point. Et s'il n'y a pas de logiciel politique nouveau, de personnel politique nouveau, de projet nouveau, à ce moment-là, la France ne s'en sortira pas. Vous savez, nous avons un modèle économique et social qui est périmé, qui correspond à la France de juste l'après-guerre, quand l'économie était fermée sur notre propre territoire et quand l'État était très présent. L'État n'est plus très présent dans l'économie, il n'en a plus les moyens. Et l'économie est ouverte. Si on ne change pas notre modèle économique et social, nous sommes morts.
Et la réalité, c'est que d'alternance en alternance, on n'a jamais voulu dire aux Français, on peut s'en sortir, on n'est pas condamné à l'échec. Il faut juste qu'on accepte de changer la façon dont nous vivons ensemble, dont nous produisons ensemble, dont nous échangeons ensemble. Mon sentiment et mon intuition, c'est que la société civile, elle est en avance sur la société politique. Et la société politique a peur de la société civile, n'ose pas leur dire les efforts qu'il faudrait faire, mais quand on fait des efforts, on a des résultats. Aujourd'hui, on fait des efforts, mais comme on n'ose pas dire ce qu'il faudrait faire, on n'a pas de résultats. Jean-Christophe Lagarde, merci. Je le rappelle, vous étiez en Guadeloupe depuis hier et donc vous avez rencontré des acteurs économiques durant cette tournée. Merci. Y compris les agriculteurs qui ont un problème qui est tout à fait stupéfiant. Ce matin à Sainte-Rose, exactement. Nous en parlerons dans notre journal ce soir à 18h30. Merci. Merci à vous. On poursuit avec l'actualité de ce mercredi 4 novembre. Permettre au plus grand nombre d'accéder au crédit bancaire, c'est le sens de la convention de mise en place du microcrédit personnel. La convention a été signée hier entre le CCAS de Gourbert et la Banque Postale. Les explications avec ce sujet signé Yanis Péquignot. La Banque Postale souhaite vraiment satisfaire l'ensemble de ses clients et ça commence par cette clientèle fragile qui aujourd'hui a certainement des besoins et qui aujourd'hui n'a pas les moyens de s'octroyer des crédits plus importants. Donc je crois que c'est un début peut-être dans la vie et peut-être que ces clients-là auront plus de facilité après pour devenir clients plus importants de la Banque Postale, mais ça peut commencer par ce microcrédit social. Donc il n'y a pas de petits crédits, il n'y a pas de petits clients, mais aujourd'hui je crois que tous les clients ont droit à un intérêt et la Banque Postale est présente pour écouter et servir ces clients-là. Je crois que personne ne peut nier l'état actuel de la crise économique et sociale que traverse le pays. Et malgré tous les efforts que font les collectivités, nous n'avons pas tous les moyens d'accompagnement, certes humain, on a la volonté, on a l'engagement, mais tous les moyens des fois d'être complétés par un dispositif financier. Et en l'occurrence, je crois que la signature du microcrédit, c'est pas grand-chose, c'est 300 à 3 000 euros, mais ça correspond des fois bien au tissu social que caractérise, disons, une petite commune comme Gourbert. On signe aujourd'hui un document très très important. Ce n'est pas des sommes considérables, mais c'est des sommes qui touchent une tranche de la population qui est vraiment en difficulté et une action politique, si elle ne prend pas en compte l'ensemble de ces coûts sociaux, et notamment celle qui a des problèmes, n'aura pas, à mon avis, tout le poids qu'on veut donner à l'engagement politique. Refaisons le climat en Guadeloupe, c'est le thème d'une conférence qui s'ouvrait ce matin. Une équipe de Canal 10 était sur place. Voyons leurs images. Il faut bien comprendre, c'est que tout le monde peut agir. Il ne faut pas attendre tout de l'État, surtout que l'État a de moins en moins de moyens, notamment financiers. Donc à tous les échelons, chacun peut intervenir, que ce soit des entreprises, des élus, des collectivités territoriales, et bien sûr le citoyen, au travers du mouvement associatif notamment, mais aussi en tant qu'individu. Il y a des comportements à avoir qui doivent faciliter déjà la moindre émission de gaz à effet de serre. Alors c'est pas facile toujours, notamment dans des îles, parce qu'on est très dépendant, par exemple, de l'approvisionnement énergétique en énergie fossile de l'extérieur, on a besoin de voitures, etc. Sauf que, par exemple, les transports en commun en Guadeloupe, c'est sans doute pas une réalité prioritaire. Donc les transports en commun seraient une solution, sont une solution à la moindre émission de gaz à effet de serre. Il y a bien sûr aussi le logement, parce que le logement, j'ai compris ici qu'en Guadeloupe, de plus en plus, les climatiseurs prennent de la place. Donc qui dit climatiseur dit production d'énergie électrique. Production d'énergie électrique, il faut passer le plus vite possible aux énergies renouvelables. Et des territoires comme la Guadeloupe ont des potentialités et aussi des potentiels réels de production d'énergie renouvelable, tant à terre qu'en mer. Alors donc on a du progrès social, on a une amélioration de notre vie et puis on ne prend pas conscience qu'il y a quelque chose qui est perturbé, qui est la nature. On en prend conscience lorsqu'on a des événements importants comme un ouragan. J'échangeais avec les élus américains au mois de mars à Washington. L'affaire Erika, ça a été une catastrophe. Il a fallu qu'il y ait des centaines de morts pour qu'on se dise qu'il y a un problème, mais très vite,
la mémoire oublie. Mais la réalité, elle est là tous les jours. C'est cette nature. On vit avec la nature, mais la nature ne doit pas vivre avec nous. Et c'est ce message qu'on veut faire comprendre aux organisations mondiales, à tous les pays, parce que chacun voit son propre développement, son propre progrès social. La Chine se dit, moi j'ai besoin de croissance. Les États-Unis ont besoin de croissance. La France a besoin de croissance. Et autour de cela, vous avez des petites îles, des petits territoires comme nous, comme d'autres petites îles de la Caraïbe, comme les îles Maldives, qui souffrent parce que ce seront les premières victimes. La première marche d'escalier, c'est nous, et c'est là où l'eau va arriver. Et on n'a pas les moyens. Si la Guadeloupe n'appartenait pas à la France, je ne vous dis pas dans quel état nous serions. Alors aujourd'hui, on fait cet appel, cette prise de conscience internationale, mais elle ne passera que si chacun d'entre nous, et c'est le message qu'on donne à travers la COP21, si chacun d'entre nous décide d'agir pour sauver la nature. Bientôt 13h dans le ZCL, on va prendre une courte page de publicité, après quoi nous vous proposerons un sujet sur le tournage du Gang des Antillais qui se déroule en ce moment en Guadeloupe. Restez donc avec nous, à tout de suite. – 13h06 et l'information continue dans le ZCL. Silence, ça tourne. Le réalisateur Jean-Claude Barny est en Guadeloupe depuis lundi pour le tournage du film Le Gang des Antillais. La trame est inspirée largement du récit autobiographique du Martiniquais Loïc Léry, l'histoire d'un jeune Antillais qui débarque en métropole avec la vague Bumidum où les rêves et les espoirs tournent vite en galère. Céline Rodriguez et Nicolas Hachi sont allés à la rencontre de l'équipe de tournage en pleine nature. Pour le film Le Gang des Antillais, donc, qui est une adaptation du roman de Loïc Léry, du même nom. Et Le Gang des Antillais raconte l'histoire d'un jeune Antillais qui arrive en France métropolitaine dans le cadre du Bumidum et qui très tôt va comprendre que cette politique qui a été mise par le gouvernement français à l'époque pour faire venir les populations d'outre-mer en France métropolitaine pour les faire travailler dans les services publics est un vaste mensonge et je dirais qu'il va rencontrer d'autres Antillais dans le même cas de figure et qui, un petit peu en colère, ensemble ils vont décider de se mettre à braquer des postes et de créer un gang qui s'appelle le Gang des Antillais. Et ils braquaient des postes parce que symboliquement c'était par là que transitait l'argent du Bumidum, jusqu'au braquage de trop qui va conduire le leader du gang en prison. Et en prison, il va faire une rencontre qui va être déterminante pour lui, puisqu'il va rencontrer un éducateur qui s'appelle Patrick Chamoiseau, qui va l'initier à la littérature et à l'écriture et le pousser à écrire son histoire. Et c'est cette histoire qu'on adapte aujourd'hui pour le cinéma. Il y a une réalité, donc ce que je veux dire par là, c'est surtout ne pas faire de fixation sur... c'est pas un garçon qui fait l'apologie du crime, c'est un garçon qui exprime tout son cursus, toute la généalogie, toute l'historique de beaucoup d'Antillais et même d'immigrés ailleurs, parce que c'est un livre qui est spécifiquement antillais, mais qui s'ouvre également à l'univers, qui n'est pas fermé sur soi-même. C'est le problème de l'immigration, parce que le jeune immigré antillais qui se retrouve à Paris n'a aucune différence. On n'a aucune différence avec les autres qu'on en parle, parce qu'il est considéré là-bas comme immigré. Donc là, on ne voit pas la carte française. Et il a beau le crier haut et fort, on ne le voit pas. Et donc c'est cette symbolique-là qui a son importance et qui est, je pense, qui est exprimée dans le Gang des Antillais. Le prochain film du réalisateur Jean-Claude Barny, qui avait déjà réalisé Nègre-Marron en 2005. Nègre-Marron qui s'était déjà tourné en Guadeloupe, donc c'est un territoire qu'on connaît bien parce que le réalisateur en est originaire, mais aussi parce qu'il y a déjà tourné son premier film, donc c'était tout naturellement que pour nous, on devait revenir pour la suite des aventures cinématographiques de Jean-Claude. Voilà, sortie prévue à l'automne 2016. Il faudra donc attendre encore un petit peu. On parle livre rapidement. Sachez que c'est la saison des prix littéraires. Le prix Femina a été attribué aujourd'hui à La Cache de Christophe Boltonski, annoncé dans la foulée du prix Goncourt, attribué lui à La Boussole de Mathias Hénard. Le prix Renaudot a été attribué hier à Delphine de Vigan pour son ouvrage D'après une histoire vraie.
À signaler également la sortie de cet ouvrage co-signé de Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier. Vous voyez la couverture à l'écran, sous-titré cet ouvrage « Cheveux crépus, frisés, les Afropéens s'assument, sans portrait à découvrir ». Voilà pour cette sortie livre. C'est aujourd'hui la fin de ce ZCL, un peu plus court qu'à l'habitude. Pas de chronique culture finalement. On retrouvera donc Martine la semaine prochaine, le mercredi, comme à l'habitude. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous retrouve ce soir pour le journal télévisé à 18h30. Très bel après-midi.